Merci à Madame la professeure Marie Bourrier pour cette invitation et merci aussi d'avoir accepté que je vous partage en tout cas quelques résultats de ma recherche doctorale sur la question de la maltraitance chez les aînés en Afrique. Comme le disait tout à l'heure Marie Bourrier, je ne travaille pas directement sur la je ne travaille pas directement sur la question de maltraitance, mais les résultats de la thèse, en tout cas, permettent de relever un certain nombre de situations qui exposent les aînés à la maltraitance. Donc, comme dans la présentation, je suis donc sociologue. J'ai fini ma thèse il y a 2 ans à l'Université du Havre, en France. Dans cette thèse, je me suis intéressé aux expériences du vieillissement des parents âgés dans le contexte africain, à partir du cas du Sénégal, avec un intérêt particulier pour les questions liées au vieillir en famille et la prise en charge familiale, surtout dans un contexte de transformation sociale à l'œuvre dans la société sénégalaise. Cette recherche donc m'a permis de mettre en évidence les différentes formes de vulnérabilité vécues au sein du réseau familial, comme la maltraitance. Donc, dans mes recherches actuelles, je m'intéresse à la question aussi de vulnérabilité chez les immigrants âgés. C'est dans ce cadre que je suis arrivé à Montréal, il y a 1 an maintenant, à la chaire de recherche en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille, et pour explorer la question des représentations sociales et des troubles cognitifs chez les immigrants âgés africains installés à Montréal, parce que c'est aussi un facteur qui peut exposer les aînés à la maltraitance, et je pourrais y revenir si vous le souhaitez bien. Donc, je viens de terminer ce stage. Pour ma présentation, bon, il s'agira d'explorer comment l'absence, notamment, de ressources pour les aînés dans les familles modestes peut les exposer à un type de maltraitance psychologique, organisationnelle et même financière, car la personne âgée devient un fardeau pour ces familles. Donc, déjà la question que je me pose, alors que le discours que je qualifie de convenu dans les sociétés africaines consiste à dire qu'il n'y a pas de problème pour les vieux, j'utilise les guillemets, et donc comment alors ces bientraitances familiales peuvent paradoxalement exposer les aînés à des formes ou bien à des situations de maltraitance. Je vais essayer de vous partager mon écran. Donc, tout est bon. Ok, tout est bon. Là, Bon, donc pour ma présentation, je vais essayer d'organiser mon propos en 2 temps. Donc, d'abord, je vais essayer de revenir un peu sur le contexte lié à ce problème de maltraitance familiale. Et dans un second temps, j'essaierai de vous donner quelques exemples qui illustrent les différentes formes de maltraitance qu'on peut identifier en lien avec la question des ressources. Donc, dans un premier temps, je souhaiterais vous montrer un peu, je vous ai fait une très belle carte de l'Afrique pour vous situer un peu où se trouve le Sénégal pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, le Sénégal se trouve en Afrique de l'Ouest avec une population d'un peu plus de 13 millions d'habitants selon les statistiques de 2013. La capitale est Dakar. Donc, la société sénégalaise est composée de plusieurs communautés ethniques. La religion dominante est donc l'islam, avec un peu plus de 95% d'adhérents. Et pour les populations âgées, c'est à peu près 3% de plus de 65 ans.
Donc, pourquoi pourquoi l'intérêt d'abord, pourquoi étudier la maltraitance familiale, justement, je trouve que c'est tellement un sujet essentiel et puis très important parce que jusque-là, c'est un domaine qui est peu exploré dans le contexte africain. En tout cas, jusque-là, il y a très peu d'études, il n'y a quasiment pas d'études sur ce sujet, alors que justement, on trouve des situations de maltraitance dans les familles africaines. Donc, au Sénégal, comme presque partout, ces questions, en tout cas, restent peu explorées. Et puis aussi, cette absence d'études ou bien d'intérêt est aussi liée en partie à l'imaginaire social qui est associé à la place de la personne âgée dans les sociétés africaines, comme je le disais au début. Bon, on connaît d'ailleurs la fameuse formule devenue proverbiale de l'écrivain malien et ethnologue Mamadou Rambateba qui disait qu'en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. D'ailleurs, les personnes âgées sont aussi prises dans cet imaginaire social. En fait, je constate dans mes enquêtes d'ailleurs que c'est un sujet sur lequel les enquêteurs gardent une certaine réserve et en général, ce n'est pas le genre de sujet dont les personnes âgées souhaitent parler. Donc, comme déjà vous pouvez le constater dans cet extrait que je vous ai proposé, parce que le vieux, voulant toujours garder sa dignité, il va toujours essayer de s'accrocher aux choses symboliques. Lorsqu'on va l'insulter dans la chambre, quand les enfants, les petits-enfants vont l'insulter, il ne va jamais dire qu'on l'insulte parce que ça rend tâche à sa légitimité. Donc, c'est intéressant de voir maintenant comment, quelque part, les personnes âgées aussi peuvent contribuer à leur propre maltraitance. Donc, dans les discours, en tout cas, on essaie de relativiser ce sujet. Donc, pourtant, plusieurs exemples témoignent des situations insoupçonnées. J'ai d'ailleurs été surpris du nombre de cas, de témoignages dans ce sens. Mais ce qui est intéressant, je découvre presque toujours des témoignages de maltraitance, évidemment, le plus souvent chez les autres, sous la forme d'isolement, de négligence, d'absence de soins, de la part de membres de la famille, d'humiliation, de manque de respect par les enfants, ou les belles-filles, surtout. Bon, je reviendrai là-dessus sur le cas des belles-filles. Un autre élément à souligner, un autre constat donc, lié à cette situation, c'est d'abord le vieillissement actuellement sur le continent africain est vécu au sein de la famille. Donc, pour le moment, il n'y a pas encore l'équivalent de ce qu'on peut, de ce qu'on appelle en Occident, maisons de retraite. Donc, il n'y a pas pour le moment des maisons de retraite. Donc, c'est la solidarité familiale qui est déployée donc, pour accompagner la personne âgée lorsqu'elle se trouve en situation de grande vulnérabilité. D'où d'ailleurs, c'est logique que donc, la solidarité est toujours vécue comme une dette. Hein. C'est un devoir moral de s'occuper de ses enfants, de ses parents. Donc, il y a une tradition d'accueil des parents au domicile des enfants, donc encore très forte. Mais en milieu urbain, on constate que ça devient de plus en plus difficile avec les transformations sociales à l'œuvre. Quelques situations des personnes âgées aussi, donc au plan social, donc la carence d'un système de protection sociale généralisé demeure un facteur de risque de vulnérabilité pour la majorité des aînés. Une étude qui avait été faite il y a quelques années montrait qu'à peine c'était moins de 10% qui prétendaient à une pension de retraite sur l'ensemble du continent. Au Sénégal, c'est à peine 30% qui touchent une pension. Et par conséquent, on voit en ville
comme à la campagne, par exemple du Sénégal, la pauvreté conduit, dans la plupart des cas, les personnes âgées à poursuivre une activité, donc, et à assumer surtout des responsabilités familiales. Ensuite, notre constat qu'il faut souligner, donc, ce sont les conséquences maintenant liées à l'absence des ressources. Donc, j'identifie dans mes différents travaux que la dépendance, en tout cas financière, limite la capacité à agir des personnes âgées au sein des familles. Donc, je vous montrerai des exemples pour préciser clairement donc, cet aspect. Donc, j'ai commencé par ce questionnement, et donc comment les bien-traitants, tant décriés, peuvent exposer alors les aînés à des situations de maltraitance. Bon, je ne reviendrai pas beaucoup sur les aspects méthodologiques, je vais aller très vite. Donc, j'ai fait mes enquêtes entre 2013 et 2016 au Sénégal, particulièrement à Dakar, dans l'agglomération de Dakar, et dans une autre ville secondaire, celle de Saint-Louis. Et aussi, j'ai enquêté auprès d'immigrants qui sont en France. Et puis, ce sont des personnes majoritairement ayant des petites pensions de retraite, et puis aussi des personnes quasiment dépendantes financièrement des proches, et puis donc ce sont des hommes et des femmes âgés essentiellement de plus de 65 ans. Donc j'ai pu interviewer, donc rencontrer les membres de famille et pour les interroger autour de la situation de leurs parents. Et donc, sont des personnes qui ont une relation de parenté directe. Et puis, j'ai interrogé, évidemment, les personnes âgées. Donc, maintenant, quelles sont les expériences vécues par les aînés dans ces configurations familiales? Et d'abord, la remarque essentielle, c'est que les ressources économiques, en tout cas, vont se mêler dans des rapports d'échange, dans la relation de réciprocité, de l'entraide, dans la prise de décision familiale. Donc, ça joue beaucoup, même dans la considération de l'aîné, le respect, ça va se jouer aussi par rapport à sa situation économique, va jouer aussi plus largement dans les représentations de la vieillesse. Je vais donc maintenant essayer de donner quelques éléments qui illustrent les différentes situations susceptibles d'exposer les aînés à la maltraitance en lien avec les conditions de ressources. J'en ai identifié plusieurs, mais je me limiterai peut-être à 4. D'abord, le premier constat, ce qui est intéressant, vous m'excusez, je reviens précédent. Donc, ressources économiques, est-ce qu'il y a tout pour se prévenir de la maltraitance? D'abord, le premier constat, c'est que avant ça, donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, d'abord, dans un premier temps, comment les personnes âgées perçoivent la question de ressources, en tout cas quand je pose la question par rapport à la légitimité au sein de la famille. C'est intéressant comment directement ils vont mobiliser la question de ressources est mobilisée pour montrer que c'est, en tout cas, que ça constitue un atout. Donc, les personnes âgées sont fières des ressources économiques lorsqu'ils me parlent des retraites, de la retraite ou bien de la propriété, maison, logement, ou bien les véhicules qu'ils ont, ou bien les choses qu'ils ont. Donc, ils sont très fiers de me parler de leur situation économique. Le pouvoir d'achat constitue l'objet d'une affirmation de soi et semble donner l'impression non seulement de bien vieillir, mais aussi de constituer une arme pour contrer la maltraitance. Et si je prends le premier exemple de cet homme de 72 ans, à Saint-Louis, qui me disait, ici, c'est moi le patron. Donc, il s'affirme comme patron de la maison, c'est moi qui
paye les dépenses, donc il paye les dépenses domestiques. Et là, je suis le responsable, je surveille. Quand il y a un malentendu, je les réunis pour chercher des solutions. C'est très intéressant, donc il y a beaucoup de témoignages dans ce sens. Mais aussi, dans un second temps, j'ai mis un deuxième exemple qui va montrer au fait une sorte de dégradation. Donc, si le vieux a encore des ressources sur le plan financier, là, il a encore un peu d'influence dans la famille. Là, il est écouté. Une fois que la pension est finie, la tension n'est plus la même. Donc, finalement, ce que je retiens de ces deux discours, c'est que les représentations, en tout cas sur un parent âgé, sont aussi celles d'un patriarche dans la conception sénégalaise. Ils appellent ça en Wolof Makbour, pour dire le patriarche, respecté, paradoxalement, pour ce qu'il apporte à la communauté, plus que celle d'un vieillard ou bien d'un parent malade et handicapé à charge. Donc, on va progressivement que l'affirmation de soi quand même connaît des limites. Donc, on va voir l'exemple suivant. Donc, notamment de cet homme à Dakar qui me fait part des ressentis, d'être quelque peu malmené. Donc, lorsqu'il reçoit sa pension de retraite, donc, il devient l'objet de convoitises, et donc il attire tout le monde me regarde, et le téléphone n'arrête pas de sonner, les ennuis commencent. Donc, il le dit comme ça en riant, mais on sait justement que son sourire est caché justement une sorte d'oppression individuelle et familiale. Donc, ce récit aussi de cet homme permet encore d'aller beaucoup plus loin dans les représentations du rôle social et le pouvoir des aînés, en éclairant la question de la pression familiale qui est exercée sur les personnes âgées à faible niveau de ressources dans un contexte de crise. Donc, notamment dans le cas de Dakar, où justement les choses vont très vite, et puis le coût de la vie est très cher. Donc, il est clair qu'en tout cas, que le monsieur fait face à une sorte de harcèlement moral. Donc, on voit que finalement, l'effritement de pouvoir d'achat devient un enjeu de solitude au sein de la famille. On tend vers ce que j'appelle dans ma thèse l'expérience de l'effacement. L'expérience de l'effacement, on s'efface progressivement dans la sphère familiale. Déjà, les personnes âgées sont conscientes de leur fragilité dans le processus de prise de décision familiale. Ce qui est intéressant est de constater dans les discours qu'elles n'utilisent pas le terme de maltraitance, elles préfèrent l'expression de mort sociale. Donc, dans le récit, dans le témoignage que j'ai mis là, le monsieur qui m'expliquait un peu le contexte des retraités au Sénégal, en général, non, c'est comme si tu étais déjà mort, comme si tu ne vivais plus, tu n'es plus dans la société. J'en connais beaucoup qui sont isolés dans les familles. Donc, la question d'isolement dans les familles, quand on dit que les vieux sont bien entourés dans les familles en Afrique, c'est une façon de parler, mais ce n'est pas la réalité. Donc, et puis plus loin, il dit, quand tu as une petite pension de 25 000 francs, comment on fait pour vivre sa famille? Donc, pour vous donner un ordre d'idée, 25 000 francs, c'est à peu près, on est à peu près à 40 euros, ou bien même moins, 38 euros. Donc, et puis c'est une pension qui est touchée pour la majorité tous les 2 mois. Donc, la pension est touchée tous les 2 mois, à part les fonctionnaires de l'État qui peuvent toucher donc mensuellement. Donc, pour beaucoup d'enquêtés, la mort sociale, donc pour utiliser le terme justement, cette mort sociale est imputable à l'absence de ressources. Maintenant, cette mort sociale devient significative
plus significative en cas de dépendance, en tout cas financière, en cas de dépendance sociale. D'abord, plusieurs entretiens révèlent que la situation économique difficile pour les familles qui prennent en charge les besoins de la personne âgée est susceptible de les exposer, d'exposer les aînés à la maltraitance. Ici, on souligne notamment beaucoup de situations à Dakar et même aussi à Saint-Louis, la question de la maltraitance faite par les belles-filles. Donc, je reviendrai, c'est une question qui est récurrente. Et donc, si je prends le deuxième exemple, Dakar, la vie est très chère. Souvent, les parents souffrent de maltraitance faite par les femmes de leurs fils, les belles-mères, quoi, ou bien les enfants qui disent la personne est trop demandeuse, même tu aimes la facilité, donc parfois ça rend très mal à l'aise. Et donc, et aussi, j'ai un autre récit où un jeune homme qui habite avec ses grands-parents à Dakar qui me dit, bon, des gens, les belles filles, ce qui les préoccupe, c'est leur mari et les enfants. Par exemple, quand une personne âgée est dans le foyer et qu'elle commence à insister sur quelque chose, on va dire qu'elle est trop demandeuse et puis donc souvent il y a ces difficultés justement de cohabitation, notamment avec les difficultés liées à la cohabitation. Mais ce qui est intéressant par rapport à la question qui a été souvent donc soulevée il y a ces problèmes de cohabitation avec les belles-filles, c'est que ces reproches faits aux belles-filles révèlent aussi la tension que j'ai pu identifier dans la relation du CAIA. Donc, lorsqu'il s'agit de discréditer le rôle des belles-filles, donc c'est cette approche, c'est que les liens affectifs, ça c'est souvent les filles qui me le disaient, les femmes, les liens affectifs se lient fortement entre la fille et la mère au moment de la vieillesse, par exemple. La mère materne sa mère plutôt, alors que la belle-fille est considérée comme une étrangère, malgré le lien de filiation parentale qui peut exister. Donc, une autre situation très intéressante, c'est quand, cette fois, la dépendance financière conduit à une inversion des rôles sociaux. En fait, lorsque le parent âgé se retrouve dans une position de dépendance, donc dans la plupart des cas, son statut de chef de famille se fragilise. Donc, l'inversion de rôle tend donc à instaurer la recrute du chef et à redéfinir des rapports de domination dans l'organisation familiale. Donc, on va assister progressivement à une inversion des rôles sociaux et du pouvoir décisionnaire au sein des familles. Et les aînés, au fait, que j'ai rencontrés, bon, d'ailleurs, qu'ils soient autonomes financièrement ou non, en tout cas, ils ont du mal à l'accepter. Donc, cette inversion, donc, où ils avaient, donc, dans la famille, c'était eux qui pouvaient, en tout cas, décider de tout et puis se positionner en tant que chef de famille. Et du coup, souvent, c'est le fils aîné qui se positionne parce que c'est lui qui peut-être qui contribue beaucoup aux dépenses domestiques. Du coup, cette situation est mal vécue par les aînés. Donc, au détour de leurs inquiétudes, au fait, émerge au fait le sentiment d'une perte de reconnaissance sociale et de leur identité. Donc, les deux exemples que j'ai mis peuvent illustrer, en tout cas, encore au mieux. Donc, cette dame qui vit chez son fils, qui me raconte, qui dit, bon, je vis grâce à mon fils, c'est lui qui va chaque matin faire la pêche pour nous nourrir moi et mes filles. Je ne dis rien, c'est mon fils qui donne tout, qui prend les décisions. Bon, plus loin, tu ne peux plus travailler par tes forces, tu es là, obligé de te replier sur toi-même, et tu as des enfants, mais voilà, c'est comme tu étais à l'oubliette, tu ne peux pas trouver ce que tu veux, tu ne peux pas acheter ou faire ce que tu veux. Et là, c'est la souffrance morale.
ou bien dans le deuxième exemple aussi, le monsieur de 80 ans qui justement fait part de son ressenti par rapport justement à sa place au sein de la famille en insistant sur la question de respect. Donc, on ne te respecte pas quand tu n'es plus en mesure de satisfaire les besoins de la famille. Une autre situation qui peut exposer les aînés à la maltraitance, donc la maltraitance peut aussi surgir suite à la complexité relationnelle, souvent liée à la relation que j'ai appelée élective ou bien sélective entre parents et proches aidants. Donc, le plus souvent, ça peut être une sorte de maltraitance. Ça apparaît sous forme de négligence volontaire de la part des proches aidants. Donc, c'est l'exemple que j'ai mis, je vous ai proposé particulièrement intéressant quand je pose la question à cette dame de 73 ans qui vit aussi chez son fils et, et je lui pose la question de savoir qui s'occupe d'elle, comment elle s'organise pour notamment laver son linge, alors que justement elle n'a pas de moyens. Et donc, qui me répond, donc mon fils s'occupe très bien de moi. Si j'ai besoin qu'on me lave mes habits, je paye pour qu'on les lave et les repasse. Et c'est c'est mon fils qui me donne de l'argent pour que je les paye. Et je lui pose la question, pourquoi vous payez pour le linge et votre belle-fille est là? Et il me répond, ah, tu sais, les enfants d'aujourd'hui sont comme ça. Oui, parfois mes petites filles, bon, avec quelques habits légers, mais c'est pas tous. Mais je n'ai pas de problème avec ma belle-fille et nous vivons en paix. Et j'avais trouvé très intéressant, en tout cas, que ce récit, en tout cas, qui est plein d'ambiguïté et révélatrice, au fait, et révélateur de la complexité relationnelle et la dimension organisation qu'il faut en tout cas aussi prendre en compte pour comprendre les enjeux, en tout cas liés à l'accompagnement des personnes âgées en perte d'autonomie, surtout sans ressources, en tout cas sans moyens financiers. Il existe, j'ai d'autres exemples qui illustrent cette relation, cette complexité relationnelle au sein de la famille. Donc, je peux aussi vous proposer cet exemple. Le jeune homme qui vit avec son grand-père paternel et qui m'explique comment ça se passe, c'est parce que c'est une configuration complexe avec notamment en situation de polygamie. Et donc, le jeune homme qui m'a dit, malheureusement, ce n'est pas le cas. Comme je te le disais, le vieux est écouté par les enfants avec qui il entretient des relations particulières. Une fois, il a été malade. Bon, ça a été des enfants qui avaient donc une certaine affinité qui venaient voir dans la chambre. Donc, il existe d'autres types de maltraitance. Là, je vais m'arrêter là. Et d'autres types de maltraitance, d'autres types de situations pouvant exposer les aînés à la maltraitance. Donc, en dehors de la dépendance financière, il y a aussi la question de l'agisme, il y a aussi la question liée aux troubles, notamment à la perte d'autonomie, maltraitance qui surgit quand la personne perd son autonomie. J'ai identifié, par exemple, parce que c'est aussi la question qui m'intéresse actuellement, comment les représentations sociales peuvent aussi contribuer contribuer aussi à la maltraitance. D'abord, les représentations sociales de la vieillesse ou bien des troubles cognitifs notamment s'accompagnent en tout cas de conséquences sur la qualité de vie de la personne et sur la trajectoire de soins. Là, je m'explique, je vais donner un exemple. Donc, la conséquence sur la qualité de la vie, au fait, on va, par exemple, les entretiens pointent la question
d'infantilisation ou bien même de l'enfermement que subit la personne âgée sous prétexte qu'elle tient des propos incohérents. En fait, on va, j'ai beaucoup d'exemples aussi dans la thèse qui montrent que quand la personne âgée est là, commence à perdre un peu, donc elle a des difficultés, en fait, cognitives, et donc on va l'empêcher d'aller à l'extérieur, de sortir à l'extérieur parce que ça fait, en fait, elle fait honte à la famille. Hein? Donc, elle fait honte à la famille. Et du coup, c'est intéressant de voir combien ces représentations associées à la perte d'autonomie cognitive peuvent aussi avoir des conséquences sur la personne âgée et puis conduire justement à des formes de maltraitance. Et puis aussi, dans certaines situations, on ne va pas consulter le médecin parce que, bon, l'expression qui est courante au Sénégal, on va dire que la personne perd la tête, perd la tête, donc la personne n'a plus, donc n'est pas dans toute son autonomie cognitive. Et du coup, au fait, la perte d'autonomie cognitive est directement associée à la vieillesse. Hein. Donc, la vieillesse ne se soigne pas, on n'a pas besoin d'aller à voir le médecin parce que tout simplement, la personne perd la tête parce qu'elle est vieille. Donc, vous voyez tout ce que ça peut engendrer comme forme aussi qu'on peut qualifier de maltraitance. Par ailleurs, avant de terminer, j'évoquerai aussi, je soulignerai quand même que les personnes âgées vont essayer de développer des stratégies face à des situations pouvant les exposer à un type de maltraitance. En fait, cela va entraîner une attitude de réserve. Quand il faut demander quelque chose, il faut être prudent, il faut aller doucement, il faut développer. Donc, il y a des stratégies de contournement. Donc, il développe tout un tas de stratégies de contournement dans cette relation de l'échange et dans la prise de décision familiale. Donc, ce jeune homme cette jeune femme plutôt qui me donne l'exemple de sa grand-mère. Oui, la grand-mère est la doyenne, on demande toujours son avis, elle peut faire des suggestions, mais quand ça touche réellement les aspects financiers, voilà, il y a un problème. Pour résoudre, il faut apporter telle somme, mais elle écoute, mais elle ne réagit pas, elle ne va pas plus loin. Donc, elle doit s'arrêter, doit connaître ses limites. Donc, j'ai beaucoup d'exemples, mais je ne peux pas malheureusement continuer. Et je vais essayer de m'arrêter là. Donc, pour conclure, donc, en quelques mots, c'est que même avec les ressources économiques, en tout cas les vieux, bon, les personnes âgées, quand ils perdent de l'autonomie, ils ne sont pas non plus épargnés de risques de maltraitance. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le manque de connaissances et l'absence de prévention sont causes, en tout cas, de dénégation de cette réalité sociale, considérée dans les représentations collectives comme un cas isolé. Donc, la maltraitance reste relativisée. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'existe pas d'ailleurs pour le moment au Sénégal, à ma connaissance, un dispositif pour sécuriser les aînés, un dispositif euh, juridique. Donc, les personnes âgées tentent d'en parler dans les organisations associatives, mais ça reste un peu dans la sphère un peu privée. Et, et donc, ces différentes, en tout cas, situations vécues sous silence invitent à changer, en tout cas pour moi, le paradigme dominant dans la façon de penser donc, la vieillesse. Bon, indirectement, donc, en l'absence de dispositifs permettant de contrer la maltraitance, dispositifs juridiques, les États font finalement de la maltraitance organisationnelle. Donc, il faudrait aussi agir davantage sur la vulnérabilité en permettant notamment aux aînés d'accéder à certaines ressources comme peut-être le minimum vieillesse. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre compréhension.
Merci énormément, Emmanuel. Fort, fort riche, d'abord de nous amener au sein de l'intimité des familles, hein, parce que le genre de propos que tu as recueillis, c'est vraiment l'intimité profonde des familles qui parlent des rapports souvent entre les générations. Et de terminer, comme tu le fais, sur une structuration ou une organisation des services. En fait, quand tu nous dis qu'il n'y a pas vraiment de dispositif non plus, ça veut donc dire qu'on est encore beaucoup dans la sphère du privé. En tout cas, moi, ça me suscite énormément de réflexion, mais il nous reste une vingtaine de minutes et j'aimerais vraiment qu'on ouvre la discussion avec les gens qui étaient là aujourd'hui. Vous savez que la petite fonction, vous pouvez lever la main dans Teams. Je vous suggérerais de l'utiliser. Et si jamais vous n'y arrivez pas, ben à ce moment-là, imposez-vous. Mais idéalement, avant de vous imposer, d'essayer de lever la main par Teams. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui souhaiteraient d'emblée poser une question ou réagir à cet exposé d'Emmanuel? Alors, Marie-Chantal. Oui, alors bonjour Emmanuel. C'était très intéressant, je trouve, la perspective des familles du Sénégal. Et je me demandais si, d'une part, il y avait d'autres éléments contextuels qui pourraient nous en dire un peu plus sur les différences. Parce que là, tu amenais par exemple le fait qu'il n'y a pas de maison de retraite, qu'il n'y a pas non plus de pension pour les personnes aînées. Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça qui distinguent le Sénégal du Québec? Puis peut-être d'autre part, tu disais aussi avoir fait des entrevues avec des familles qui sont sénégalaises, mais au Québec, et d'autres qui sont au Sénégal. Est-ce qu'il y a certaines différences qui sont apparues entre les familles qui sont au Québec versus celles qui sont au Sénégal? Merci beaucoup pour la question. Pour les éléments de mise en contexte, en fait, j'ai fait des enquêtes avec les immigrants qui sont plutôt en France, puisque là, je suis arrivé au Québec pour étudier sur la question des troubles cognitifs chez les immigrants. Je n'ai pas étudié, je n'ai pas fait des enquêtes au Québec en lien avec la question de maltraitance. Et plutôt, ce sont des immigrants en France et puis au Sénégal. Et ce qui est intéressant dans la question que vous soulevez, bon, il y a plusieurs choses peut-être à clarifier ou bien à distinguer. C'est que au Sénégal, justement, il n'y a pas de maison de retraite, il n'y a pas de, ils n'en connaissent pas jusque-là, il n'y en a pas. Mais en même temps aussi, la maison de retraite n'est pas, en fait, quand dans les enquêtes, il y a pas une, ils disent justement qu'il n'y a pas une urgence, déjà puisque la représentation associée à des maisons de retraite reste carrément un peu mitigée, pour ne pas dire déjà négative. Et du coup, d'autres éléments qui pourraient, en tout cas, enrichir la réflexion, c'est que, donc, déjà, on ne peut pas faire la comparaison que ce soit entre le Québec ou bien la France et le Sénégal, parce qu'il faut toujours placer les choses dans les contextes, avec des particularités justement sénégalaises, et puis même à l'échelle du continent africain, on ne peut pas généraliser même sur les questions de politiques publiques, même si on peut identifier des situations similaires, mais en même temps, chaque pays gère de sa façon, selon les contextes socio-économiques, juridiques, et ainsi de suite. Donc, ce qui est intéressant, vous demandez si, bon, là maintenant, comment il n'y a pas au Québec, les immigrants qui sont en France et au Sénégal, s'il y avait aussi une différence de représentation, de perception. C'est intéressant. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple très rapidement. Les immigrants au Sénégal et en France aussi, en fait, je crois que c'est toute la question que je m'étais posée en venant même au Québec. Je voulais savoir est-ce que les immigrants ancestraux au Québec, est-ce qu'ils avaient changé la perception sur la question des troubles cognitifs chez les aînés.
Donc, c'est une belle question. Et aussi, est-ce que les immigrants, etc., qui sont en France depuis plusieurs années, ont changé la perception sur la façon de considérer la vieillesse en Afrique? Ça peut être pareil. Et donc, du coup, et les immigrants, d'ailleurs, ce qui est intéressant, continuent. Là, j'ai fait un article sur la mobilité des femmes et veuves âgées au Sénégal. Les immigrants participent aussi, peuvent même, des fois, indirectement, peut-être contribuer aussi à un type de maltraitance. Lorsqu'on fait venir son parent du Sénégal jusqu'au Québec, ou bien où on connaît personne, ou bien où la personne va arriver, et puis sans aucune connaissance du pays, et puis et qui va se perdre complètement dans un univers culturel complètement différent du Sénégal. Et donc déjà, dans ce papier que j'ai écrit, j'ai montré comment cette mobilité était quelque part subie, mobilité, donc solidarité bienveillante quelque part subie parce que en arrivant en France ou bien au Québec, et donc les parents âgés font une expérience de désorientation spatiale. Donc du coup, c'est aussi ça peut accélérer la perte d'autonomie. Donc, et je donne un exemple dans cet article d'une femme qui vit en France et qui a fait venir sa mère du Sénégal. Et quand la mère arrive en France, au fait, il s'y perd, il n'arrive plus à s'adapter dans ce contexte nouveau. Et du coup, elle décide de rentrer définitivement, mais la fille a continué, insisté toujours à vouloir la faire revenir en France, alors que la vieille dame ne voulait plus retourner en France. Est-ce que ça peut aussi se situer comme un type, est-ce que ça peut être qualifié comme aussi un type peut-être de maltraitance? C'est parce qu'en fait, les parents, les enfants font venir les parents au Sénégal ou bien au Québec, donc sous prétexte justement de mettre les parents dans le confort social, et c'est la solidarité bienveillante, et puis aussi, ça peut être discuté, c'est ça, la notion de solidarité bienveillante aussi avec toutes ces contradictions. Donc, il y a beaucoup d'éléments que l'on peut mobiliser aussi pour expliquer la situation de maltraitance au Sénégal. Donc, j'en ai évoqué donc, la difficulté, la question donc, des ressources, mais aussi il y a d'autres éléments justement à tenir en compte pour justement aborder la question de maltraitance. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, merci. Merci Emmanuel, c'est très clair. Alima, s'il vous plaît. Alima, il vous faudrait ouvrir votre micro. Oui, ça y est, OK. On ne vous entend pas, Alima. Il y a vraiment un problème de micro fermé. Est-ce que vous voyez en haut, il y a un petit micro, puis il doit avoir une barre dessus. Il faudrait vraiment que vous cliquiez pour ouvrir le micro. Ça ne semble pas fonctionner. Si ça ne vous dérange pas, Lima, on va passer à Mathé, puis on reviendra à vous. On va souhaiter qu'on règle le problème de micro. Je suis désolée. Mathé, c'est à toi. Merci beaucoup, Emmanuel. Et c'est dommage que le temps de prise de parole est très limité. On va vers la fin, mais je vais aller à l'essentiel. Vous avez expressément voulu ne pas parler de la méthodologie. J'avais un peu de la difficulté que vous puissiez généraliser les choses. Je ne sais pas combien d'entrevues vous avez faites. Certainement que vous avez eu une certaine saturation. Mais j'ai l'impression que vous avez beaucoup plus parlé de la relation manque de ressources en lien avec la maltraitance, parce que vous-même vous le dites, vous êtes parti à la capitale et à Saint-Louis. Et ici, donc, le problème de ressources est très, très important. Je ne sais pas si vous avez donné des entrevues dans les villages, par exemple,
parce que vous venez de le dire aussi, là, donc quand on enlève une personne âgée du village pour l'amener en ville, c'est un autre problème. Si c'est un retraité qui n'a pas d'argent, c'est un autre problème. S'il y a un problème du savoir-être devant un trouble neurocognitif, c'est aussi un problème, même lorsqu'il n'y a pas maltraitance. Alors, moi, je voudrais savoir un peu quelle est la place des us et coutumes versus le droit ou le respect de la personne âgée. Ça, c'est ma première question. Et puis, s'il y a une définition culturelle de la maltraitance, je ne sais pas si vous êtes sénégalais, par votre accent, je ne le sens pas, mais chez vous, là, comment vous définissez la maltraitance en langue? Ne faites pas une définition littéraire, mais j'aurais voulu une définition littérale de la maltraitance. J'en ai terminé pour le moment. Merci beaucoup pour les observations. Pour la première remarque, c'est que j'ai fait, déjà, c'est vrai, je n'ai pas eu le temps de développer les aspects méthodologiques, j'aurais pu, mais je voudrais limiter parce que je sais que mon temps de prise de parole était limité. J'ai fait plus d'une centaine d'entretiens, donc justement à Saint-Louis et donc à Dakar, un milieu essentiellement urbain. Donc, en réalité, je n'ai pas fait des enquêtes en milieu rural et justement, ça, je le clarifie quasiment dans les enquêtes. Et donc, dans les deux villes, à Dakar et à Saint-Louis, donc les enquêtes, en tout cas dans les enquêtes, en tout cas, ça permet de dégager une constante sociologique qui permet de constater que la question de ressources, en tout cas, est un indicateur pour explorer la question de maltraitance, donc de faire le lien. Donc, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer quasiment, que l'on soit à Dakar ou à Saint-Louis, la question, en tout cas, la question n'est pas tant liée à l'endroit où on est, finalement, ça devient une constance. Donc, la question de ressources se pose dans ces situations de maltraitance et essentiellement donc, dans un milieu urbain. Donc, vous soulignez aussi, pour aller beaucoup plus vite, la place des us et coutumes et le droit de la personne âgée. C'est très intéressant. Donc, il y a des travaux maintenant qui illustrent clairement que, bon, c'est vrai que, en fait, la question, pour aller très rapidement, la question de la légitimité de la personne âgée, en fait, n'est pas en soi remise en cause, mais elle est aussi, quelque part, et paradoxalement, elle est interrogée, questionnée, puisque quand, justement, on dit, bon, le vieux est écouté, mais indirectement, donc on va l'insulter en cachette ou bien on va... Parce qu'au fait, la question qui se pose, est-ce que cette sorte de maltraitance dissimulée n'est pas aussi en lien avec justement ces us et coutumes, parce qu'on ne peut pas insulter son grand-père, sa grand-mère en public. Donc, c'est très intéressant, mais pour aller beaucoup plus loin, c'est que aussi les entretiens permettent de constater que même le statut du vieux sage, ce statut du vieux sage est aussi aujourd'hui questionné et interrogé. Est-ce que certainement, bon, il y a actuellement des travaux qui justement discutent, c'est une remise en question, c'est une remise en cause du statut du vieux sage. Et actuellement, sur le continent africain, avec toutes les perceptions justement de la vieillesse qui évolue aussi, on voit justement qu'il y a une évolution dans la manière de percevoir justement la personne âgée. Donc, pour la définition de la maltraitance, c'est vrai, je ne suis pas sénégalais, et du coup, je n'ai pas la traduction pour le moment directe, puisque avec nos langues, justement, ça peut se dire de la même façon, plutôt, ça peut traduire la même logique, mais ça peut ne pas sonner de la même façon, selon les langues africaines. Donc, je n'ai pas pour le moment la traduction, je ne vous donnerai pas la traduction, peut-être pour une prochaine fois, j'aurai trouvé la définition qui correspond à la maltraitance.
Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, écoutez, il est -6, mais si les gens sont d'accord, moi, ça me va si on débordait d'un 5 minutes, parce qu'il y a encore au moins 2 personnes, peut-être 3 qui ont demandé la parole. Alors, Halima, est-ce que vous parvenez? Oui, on va vous Vous entendre. m'entendez maintenant? Oui, allez-y. Ah oui, moi, je suis sénégalaise d'origine. Donc, je me suis inscrite à la rencontre pour découvrir d'un autre point de vue d'une personne externe les réalités de mon pays que peut-être moi je déconnais. Mais comme je dis, nous on dit, comme il l'a bien dit, une personne âgée au Sénégal, c'est comme un roi. Donc, moi, peut-être que je ne suis pas encore tout à fait dans le thème de maltraitance. Je l'appellerai un peu manque de respect. Parce que nous, tout ça, c'est une question culturelle. Nous, comme on dit, on lave tout en famille, culturellement. Tout se fait en famille. Je ne sais pas si mon approche est bonne. Tout se fait en famille. Et la personne adulte, on a tout le temps recours à lui. On sait que tout évolue aussi mondialement maintenant. Les gens ont tendance à changer, tout évolue. Dans peut-être 50 ans, ça va être comme ici au Canada et toutes ces choses. Mais maison de retraite, pour le moment, je crois que ça ne va pas exister parce que ça va être comme une sorte pour l'enfant, c'est une honte qu'il ne puisse prendre en charge son enfant. Peut-être ça pourrait exister pour des parents qui ont des problèmes vraiment de santé mentale, physique, qu'il a besoin d'attention plus sanitaire qu'on l'amène dans une maison de retraite. Mais le laisser à quelqu'un, ce serait comme une honte. Et quoi de plus j'avais noté mais comme il a dit aussi pour les maltraitances, des gens qui vivent à l'extérieur du Sénégal, parfois les parents viennent, ils ne s'habituent pas, ils ne s'adaptent pas parfois, donc, et on les oblige à rester. Et ça aussi, c'est un peu jouer avec la conscience de la personne. Vous comprenez? Je ne sais pas si je me fais entendre, je me fais comprendre. Donc, c'est un peu mon point de vue sur ce thème. Je vous remercie, vous êtes très clair. Alors, on va donner la parole à Emmanuel pour qu'il réagisse. Je suis tout à fait d'accord avec votre carrément analyse, surtout sur la question de la traduction qu'on me posait tout à l'heure, justement, de la maltraitance. Donc, déjà, pour vous dire clairement, même dans ma thèse au départ, c'est pour cela qu'au départ, j'ai dit là, comment les bientraitances familiales donc, peuvent paradoxalement incarner des formes de maltraitance. J'ai beaucoup hésité au départ dans ma thèse, j'ai beaucoup discuté avec mon directeur de thèse. C'est quoi le terme que j'allais utiliser? Est-ce que j'allais utiliser le terme de maltraitance? Et donc, pour contourner la difficulté, j'ai questionné au fur et à mesure la notion de bientraitance. Qu'est-ce qu'on entend par la bientraitance dans le contexte africain, les Sénégalais? Donc, justement, comme vous le disiez, donc, vous évitez exactement le terme maltraitance pour signifier, c'est ce que je trouve même dans les enquêtes, et pour utiliser plutôt celui de manque de respect. Bon, maintenant, la définition générale de la maltraitance qui est donnée par l'Organisation mondiale de la santé, donc on ne va pas passer de mille chemins pour qualifier la chose. C'est quoi maintenant? Quand il y a manque de respect, quand il y a humiliation verbale et tout ça, donc ça a été qualifié de maltraitance. C'est cette définition. En fait de compte, on va se retrouver justement à utiliser donc en fonction de nos traditions, de nos pays, des langues, tout ça. Donc, on va éviter d'utiliser le terme, mais on fait quasiment, donc les situations sont semblables à celles qu'on peut trouver en Europe ou ailleurs. Donc, on est quasiment dans cette logique de maltraitance. Donc, il faut mieux qualifier les choses telles qu'elles sont. Donc, voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre intervention et puis, donc, on pourra discuter plus tard si vous le souhaitez bien parce que j'ai laissé mon adresse et mes coordonnées donc au courrier. D'accord. Merci beaucoup.
Merci. Il y a Fanta aussi qui a demandé la parole. Alors, Fanta, ce sera à toi. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, ce sera pas long. En fait, je voulais tout simplement souligner le travail de Emmanuel. Je trouve que c'est d'une pertinence. J'ai beaucoup apprécié la présentation, puis je me retrouve aussi dans son discours, parce qu'étant moi-même doctorante sous la direction de Marie, je travaille sur la violence conjugale dans les communautés culturelles. Je suis sénégalaise, donc quand vous parlez de certaines réalités comme le manque de maisons de retraite chez les personnes aînées. De mon côté, je peux parler de l'absence des maisons d'hébergement, par exemple, pour femmes victimes de violences conjugales. Et ça m'amène aussi à un peu contextualiser parce que voilà, il faut toujours se rapporter au contexte socioculturel dans lequel ces problématiques sont posées. Et moi, je suis bien contente que le débat s'ouvre parce que aussi, je suis en mesure de dire que c'est des problématiques qui sont oubliées au plan de la recherche pour peut-être plusieurs raisons. Est-ce que c'est en lien avec nos réalités socioculturelles? Est-ce que, voilà, il n'y a pas peut-être beaucoup de chercheurs qui s'y intéressent pour des raisons X? Donc, je voulais aussi mentionner cela. Et voilà, et dire que j'ai beaucoup apprécié la présentation. Voilà. Merci. Merci, Fata. Merci beaucoup. Emmanuel, veux-tu réagir? Et on pourrait te donner très bientôt le mot de la fin parce qu'il est déjà midi. Donc, comme je dis, on va déborder un peu, mais pas trop longtemps. Mais merci beaucoup pour ce commentaire. Je suis tout à fait d'accord. Il y a un manque de travaux sur ces sujets qui sont encore un peu perçus comme des sujets un peu à part. Je peux parler, on pourrait parler même de la solitude, l'isolement, la solitude, la maltraitance. Ce sont des sujets qui sont encore peu explorés dans le contexte africain, alors que justement, ils posent beaucoup de problèmes pour nos aînés en Afrique. Merci énormément. Emmanuel, on aurait pu t'inviter pour encore plus longtemps. On avait prévu 1 heure. On voit qu'on a très, très bien rempli l'heure. Alors, Emmanuel l'a dit tout à l'heure, il a laissé ses coordonnées, on les a à la chaire. S'il y a des gens qui veulent être en contact avec Emmanuel, tu nous permets de passer ton courriel? Oui, oui. C'est permis, autorisé. Merci beaucoup. Écoute, moi, j'ai le souvenir de notre discussion il y a 3 ans et je regarde aujourd'hui le produit très analysé que tu nous as proposé et je t'avoue que ça me fait beaucoup réfléchir, surtout qu'en ce moment, avec l'Organisation mondiale de la santé, on est en train de faire un grand inventaire des pratiques au sens des politiques publiques, en fait, de lutte contre la maltraitance. Alors, pourquoi dans certains pays, la lutte contre la maltraitance est mise à l'agenda politique et pourquoi à d'autres endroits, elle ne l'est pas? Et je pense qu'une des réponses, c'est entre autres, c'est comment on traite la maltraitance comme un problème qui est encore de la sphère privée dans un certain nombre de cultures. Et il y a une certaine difficulté à nommer les choses. En même temps, tu sais, quand tu parlais de manque de respect et tout ça, je dirais que même au Québec, où on fait de la sensibilisation en utilisant le terme maltraitance depuis au moins 2010, dans la bouche des aînés, quand ils en parlent, ils vont rarement nous dire « je suis maltraité ». Ils vont nous dire « il y a quelque chose qui ne va pas », ils vont nous dire le soignant est impoli avec moi, ils vont nous dire mon fils, ma fille n'est pas correct avec moi. Mais le mot maltraitance lui-même, employé par la bouche des aînés, ça commence, c'est un peu plus en usage, mais ce n'est pas très, très répandu. Donc, toute la finesse que tu as proposée sur l'analyse autour de ça m'est apparue d'une très, très grande richesse. Alors, encore une fois, merci Emmanuel. On aurait aimé te recevoir à personne, mais on a fait du mieux qu'on a pu. Et merci à tous ceux qui se sont joints à l'équipe de la chaire aujourd'hui pour cette rencontre. Donc, on va mettre fin à la rencontre et, encore une fois, un grand plaisir. Puis, bonne suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.